Nous abordons le chapitre 7 sur le transport de l'électricité et nous commençons par l'activité 1 qui s'intitule « Pourquoi utilise-t-on des lignes haute tension pour le transport de l'électricité ?» Lorsqu'on représente les circuits électriques par des schémas, en général, on considère que les fils ont une résistance nulle. Est-elle vraiment nulle? Pour le savoir, il suffit de brancher un ohmmètre aux bornes d'un fil électrique. On voit qu'on trouve ici 0,2 ohms. Si maintenant je branche plusieurs fils aux bornes de l'ohmmètre, ma résistance est encore plus grande. En fait, un conducteur parfait, ça n'existe pas. Un conducteur, même très bon, a toujours une petite résistance. Quelle est la conséquence? Le courant qui circule dans les fils métalliques correspond à une circulation d'électrons libres. Mais les électrons libres ne sont pas tout seuls dans le conducteur. Sur leur chemin, il y a les atomes du conducteur. Alors, ils sont freinés, ça frotte, ça s'énerve, ça chauffe, et finalement, une partie de l'énergie électrique est dissipée sous forme de chaleur. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. L'effet Joule, il est d'ailleurs bien utile lorsqu'on a une résistance. Toute la puissance électrique est entièrement transformée en puissance thermique. Ça, c'est très bien pour faire une bouilloire électrique. Par contre, ça peut aussi être un gros problème. La puissance électrique fournie à la résistance, elle peut s'écrire P égale U fois I. Par ailleurs, la loi d'Ohm, bien connue, nous dit qu'au bornes d'un conducteur ohmique, la tension U est égale à R, la résistance, fois I. Ça veut donc dire que la puissance électrique qui est entièrement transformée en chaleur, eh bien, elle peut s'écrire R fois I, c'est-à-dire R I carré. Donc R fois I au carré, c'est une expression très utilisée pour désigner les pertes par effet Joule. Il est clair que si l'on veut minimiser les pertes par effet Joule, il nous faut une intensité de courant faible et il nous faut également une résistance faible. Pour transporter de l'électricité depuis son lieu de production jusqu'à l'utilisateur, il faut évidemment utiliser de bons conducteurs avec une résistance faible, mais il faut également utiliser un courant d'intensité faible. Or, si on veut transporter une puissance P quand même suffisante, ça veut dire qu'il faudra donc faire un transport avec une tension U élevée pour avoir I faible. C'est pourquoi il faudra élever la tension pour la transporter, puis ensuite la baisser pour qu'elle puisse être utilisée. Il est temps d'ouvrir une petite parenthèse. Pour l'instant, j'ai écrit des expressions P égale U fois I par exemple, tranquillement, comme si on travaillait avec des grandeurs continues. Alors c'est quoi une tension continue? En fait, c'est une tension qui ne varie pas dans le temps, qui est constante dans le temps. Au niveau des prises électriques qui sont chez nous, c'est pas du tout ce type de tension qu'on a. En fait, la tension électrique, elle varie régulièrement dans le temps, elle varie de manière sinusoïdale. Si on regarde les indications sur les appareils, vous trouverez souvent deux indications, 230 volts et 50 Hz. Alors 50 Hz, normalement, vous savez très bien de quoi il s'agit, c'est une fréquence. Donc ça veut dire que la tension passe par un maximum puis un minimum 50 fois par seconde. Par contre, à quoi correspond le 230 volts? Alors le 230 volts ne correspond pas à la valeur maximum. La valeur maximum, elle est plutôt de 325 volts et la valeur minimum de moins 325 volts. Mais disons qu'une telle tension a exactement le même effet qu'une tension continue qui vaut 230 volts. C'est pour ça qu'on dira que la tension, elle fait 230 volts efficace.
Alors si vraiment vous voulez savoir ce que c'est que cette valeur efficace, eh bien je peux vous dire qu'il s'agit de la racine carrée de la moyenne de u au carré, c'est-à-dire une moyenne quadratique. Un petit détail, mais peu importe, il nous suffira de savoir que lorsqu'on parle de tension de 63 000 volts, de 2000 volts, de 230 volts, on parle en fait de valeur efficace, mais qu'on est bien en alternatif. Pour abaisser ou élever une tension, le dispositif fondamental, c'est le transformateur. J'ai présenté en classe un transformateur de base. Alors le transformateur, il comporte deux bobines. Une bobine, c'est juste du fil de cuivre qui est enroulé sur lui-même. Ma première bobine, elle fait 1000 tours, 1000 spires. La deuxième bobine, seulement 500 tours ou encore 500 spires. Les deux bobines ne sont pas du tout reliées électriquement entre elles. Par contre, je les ai mises avec sur un espèce de noyau et ce noyau en fer, je l'ai refermé. Alors, au départ, j'alimente ma première bobine avec un générateur de tension alternative et la valeur efficace que j'ai en entrée, c'est 6,6 volts. Je regarde en sortie de la deuxième bobine et là, je vois 2,9 volts, une tension plus faible. Si je recommence avec 13,7 volts en entrée, à la sortie, j'obtiens 6,3 volts. Donc j'ai réussi à abaisser ma tension. Pour élever la tension, il suffit de brancher le dispositif dans l'autre sens. Cette fois, je branche mon générateur au bord de la bobine qui fait 500 tours. Donc j'ai 13,6 volts à l'entrée et à la sortie, j'ai 26,1 volts. Si je fais pareil avec 6,6 volts en entrée, eh bien j'ai 12,5 volts en sortie. Donc ce dispositif me permet bien d'élever ma tension électrique. Donc tout ça a été résumé sur la feuille d'activité 1. On peut dire que le dispositif donc, permet d'élever ou d'abaisser la tension électrique et on peut remarquer que le rapport entre les deux tensions est égal au rapport entre les nombres de spires. Vous n'êtes pas tenu de savoir comment fonctionne le transformateur, mais quand même pour information. Alors, vous savez normalement déjà ce qu'est un électroaimant. On fabrique un électroaimant tout simplement en faisant circuler un courant électrique dans un fil et ça crée un champ magnétique. Donc, a priori, là, je vais avoir un champ magnétique puisque j'ai bien un courant I qui circule. Mais ce courant d'intensité I, il est variable. Donc, mon champ magnétique aussi, il est variable. Le noyau en fer doux, il permet de canaliser ce champ magnétique et de l'amener ici au niveau de la deuxième bobine. Il est toujours variable. Or, champ magnétique variable, bobine de cuivre, ça doit vous rappeler quelque chose. Ça doit vous rappeler le principe de l'alternateur. Dans l'alternateur, on avait fait tourner un aimant à côté d'une bobine. Alors là, l'aimant il tourne pas, mais on a bien un champ magnétique variable. Et donc ce champ magnétique variable crée ici une tension électrique U2 qui est en fait elle-même variable. Voilà pour le principe. Je vais vous laisser compléter l'activité. Bien sûr, si vous n'avez pas la feuille, parce que j'ai pas pu vous la distribuer, ben vous faites les questions sur une feuille libre. Alors, ce que je viens d'expliquer sera utile pour faire la question 1A, pour faire la question 2, et puis pour le reste, vous chercherez dans votre tête, dans votre cuisine, et puis parfois un petit peu sur Internet. Si vous avez une question pour la fin, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un mail.